Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre avec ce message de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Pour une presse libre, responsable et citoyenne. Chers amis et partenaires de la presse, chaque année à travers le monde, dans un élan de solidarité et de ferveur, ensemble, nous célébrons la Journée internationale de la liberté de la presse. Le gouvernement, le peuple de Guinée et moi-même, cette année encore, sont mobilisés pour cette célébration plus que symbolique et devenue traditionnelle. En effet, pour les amis, partenaires et acteurs des médias, la Journée internationale de la presse, de la liberté de la presse est le moment idéal pour mesurer le chemin parcouru dans la quête permanente de la liberté de la presse. À cet égard, s'il y a des acquis nombreux qui constituent un motif de fierté et d'espoir, il persiste encore, hélas, des menaces qui continuent de peser sur les droits et les libertés fondamentales de la presse. Pour ma part, je reste convaincu que malgré les efforts à fournir encore, les difficultés et incidents de parcours parfois pour accéder à une presse libre, responsable et citoyenne partout dans le monde, en Guinée, la presse est libre. Elle est plus libre aujourd'hui qu'hier et le sera davantage demain. Si elle ne cède rien de son indépendance et de ses droits, mais ne se dérobe pas non plus à ses devoirs, notamment celui de concilier le pouvoir qui lui est reconnu avec l'exigence de responsabilité, de citoyenneté et de patriotisme. Notre ambition à tous demeure de servir notre pays avec honneur, loyauté, amour dans la paix et la concorde nationale. Pour moi, qui ai consacré ma vie au combat pour la liberté et la démocratie ici et ailleurs dans le monde, je me réjouis que personne sous ma présidence ne soit poursuivi pour délit d'opinion, qu'aucun journaliste ne se retrouve en prison pour avoir fait son travail comme par le passé. Les rares violences faites encore aux journalistes ne sont pas le fait de l'État et des pouvoirs publics. Nous n'en sommes pas moins interpellés car il est de notre devoir et de notre responsabilité de protéger tous les Guinéens, de défendre et promouvoir toutes les libertés publiques, individuelles et collectives, en particulier la liberté d'expression qui nous est chère à tous parce que l'âme est le visage de notre démocratie. Chers amis et partenaires de la presse, en dédiant une journée à la presse nationale, je souhaite renforcer son rôle et sa place dans le débat démocratique et provoquer le sursaut nécessaire pour améliorer les conditions d'exercice du métier de journaliste et qualifier par la même occasion notre presse encore très jeune. C'est l'occasion pour moi de rappeler que les droits et les libertés que chacun revendique légitimement ne peuvent s'exercer pleinement que dans un climat de confiance entre les Guinéens et de sérénité dans le pays, bref, dans le respect de nos institutions et des lois de la République. Bonne fête du 3 mai à la communauté des journalistes de Guinée et du monde, à tous les amis, partenaires, acteurs et usagers des médias. C'était donc le message du président de la République, professeur Alpha Condé. La journée de la presse a célébré ce matin à Conakry. Le numérique s'est invité dans le débat. Le thème cette année, c'est liberté et responsabilité de la presse dans un environnement numérique. Plusieurs membres du gouvernement étaient à la Blue Zone de Kaloum aux côtés du ministre Rachid Ndiaye, Ansoumane Toumani Camara. Sous la houlette du ministère de la Communication, la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse s'est focalisée sur l'analyse de l'état de la liberté et de la responsabilité des médias à l'ère du numérique. Une thématique transversale au centre des préoccupations des autorités de la Guinée bien engagées dans le processus de construction d'un état de droit. Il est indéniable que la question de la liberté est indissociable de la question de la responsabilité. C'était l'occasion pour nous de faire connaître un certain nombre de textes et de règlements qui régissent la matière, en même temps traduire la volonté du gouvernement d'accompagner la liberté de la presse, s'inscrire dans le soutien à cet outil important de renforcement de la démocratie, en même temps rappeler aux uns et aux autres que le journalisme, c'est à la fois des droits et des devoirs. C'est dans ce sens qu'il était important de se réunir pour essayer pour jeter les bases d'une réflexion sur cette question. Au cours de cette cérémonie, des cas d'atteinte à la liberté du journaliste se sont invités dans les débats. Personne n'est protégé quand il viole la loi dans notre pays. Il faut que ça soit clair. Un journaliste qui a été assassiné dans ce pays,
Je m'étais exprimé déjà là-dessus. Je vous ai dit ce que je pensais là-dessus. Je vous ai dit que quand on touche à la vie d'un journaliste, on commence à démanteler un état de droit. Le journaliste assassiné, je rassure les journalistes qui sont là, c'est une procédure criminelle qui suit son cours. La révolution numérique a transformé le travail et le rôle des médias dans la société. À ce jour, des images et des informations de toutes sortes sont disponibles sur la toile. Face à ce qui peut paraître ou a été une menace, la Guinée dispose de cadres réglementaires dont la loi sur la cybercriminalité. L'écosystème du numérique apporte au métier du journaliste. Ce que cet écosystème vous permet de faire, les dangers liés à l'utilisation de cet écosystème, le cadre légal et réglementaire mis en place en Guinée pour vous permettre de bénéficier de cet écosystème, d'être à l'abri des abus dans cet écosystème et d'être des acteurs qui protègent les enfants, les mineurs et l'ensemble des personnes vulnérables. Je voudrais ajouter à cette liste l'existence d'une loi sur la cybersécurité, parce que nous mettons l'accent sur la sécurité, la protection des mineurs. Si la Guinée fait des avancées dans l'amélioration des conditions d'exercice du métier, toutefois, des efforts restent encore à fournir par les autorités et aux acteurs des médias plus de responsabilités dans le traitement de l'information. Et cette invite vient de la conférence débat animée par Martin Fall de la Fondation Hirondelle et qui a constitué le point final de cette cérémonie ici à la Blue Zone de Kaloum. Outre les membres du gouvernement et quelques patrons de médias, la fête a aussi connu la participation d'orchestres nationaux, des artistes venus soutenir les journalistes guinéens dans l'exercice de leur passion. Seydou Bandiaï. C'est par des notes de l'orchestre Kélétigui International que la cérémonie de la Journée internationale de la liberté de la presse a commencé ce matin à la Blue Zone de Kaloum. Cette célébration a été aussi une occasion mise à profit par certains patrons des médias pour évoquer leurs conditions de travail. Il faut reconnaître que ça va un peu. Ceci dit, nous, il y a un an, nous avons perdu un journaliste qui travaillait au siège d'un parti politique. Je crois que ça aussi, c'est des choses que malheureusement, c'est une action qui vient un peu noircir le tableau. Il y a aussi un autre journaliste qui a disparu, il s'appelle Chérif Diallo, qui est de la radio Espace, je crois, voilà, de la télé Espace. Et puis ben, voilà, ces deux cas. Ce qui doit être notre credo, ce qui doit être notre mission, c'est de faire en sorte que notre communication, nos façons de faire contribuent à l'apaisement, contribuent à l'ancrage démocratique, contribuent à la réunification de notre cher pays, la Guinée. La Journée internationale de la liberté de la presse est aussi un grand moment de retrouvailles et d'échanges entre les professionnels. Une opportunité pour rappeler les progrès, mais aussi les difficultés rencontrées par les hommes de médias dans l'exercice de ce métier. L'accès à l'information, surtout du côté des autorités du pays, je pense qu'en Guinée, c'est ce qui est un peu le blocage. Il faut qu'on desserre un peu ce côté de liberté de la presse, l'accès à l'information des journalistes. Sinon, en dehors de ça, je pense que le journaliste guinéen aujourd'hui s'exprime bien, même s'il y a des dérapages, il faut le reconnaître dans notre corporation. Au niveau des patrons de presse, beaucoup reste encore à faire parce qu'il y a peu de journalistes aujourd'hui en République de Guinée qui peuvent te présenter un contrat, qui sont enregistrés à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui sont en MO sécurisé. On remarque à longueur de journée, lorsqu'il y a des bavures entre forces de l'ordre et journalistes en Guinée, souvent il y a des rédactions même qui s'en foutent. La célébration de cette journée s'est soldée par des recommandations faites par les professionnels de médias en faveur du respect de l'éthique et de la déontologie. La fête avait une toute autre saveur pour la radio parlementaire. Ce média fêtait parallèlement à la journée de la presse l'an 1 de sa création, une radio dont la vocation est de relayer les informations de l'Assemblée nationale. Abdoulaye Diallo. La voix du parlementaire est la radio de l'Assemblée nationale. Elle informe de l'activité des élus à l'hémicycle. En cela, cette radio est devenue un lien privilégié entre les députés et leurs mandants. Depuis un an, les débats parlementaires sont intégralement suivis en direct sur la 107.5 FM. Ce 3 mai,
Le personnel est fier de célébrer l'an 1 de la voix du parlementaire. Le 3 mai est un jour un peu particulier pour nous, même si ce 3 mai est souvent consacré à la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. La radio parlementaire permet aujourd'hui, très sincèrement, d'établir le pont entre les élus et le peuple de Guinée. C'est en 2013 que le Conseil national de la transition a initié l'implantation d'une radio parlementaire dans le but d'accompagner la construction de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Elle porte le nom de l'honorable Seyfoulaye Diallo, premier président de l'Assemblée nationale. Étant les représentants du peuple au niveau du Parlement, il nous fallait absolument faire en sorte que le Parlement puisse suivre ce que nous faisons, surtout pendant les travaux en plein air. C'est donc cette raison qui a fait que nous avons rapidement, n'est-ce pas, installé la radio parlementaire. Et je pense que aujourd'hui c'est une radio qui est très écoutée. Parfois il m'arrive d'être interpellé par des compatriotes qui disent « Ah, mais vous avez une radio qui émet, nous sommes branchés sur ça. Avant il n'y avait pas ça, mais depuis que la radio parlementaire est devenue opérationnelle, nous n'écoutons que cette radio-là. Et en l'écoutant, nous sommes suffisamment bien informés. L'introduction des langues nationales dans le traitement de l'information et l'élargissement du rayon de couverture de la radio parlementaire sont au nombre des défis que comptent relever les responsables du Parlement. Qui ne connaît pas Yamoussa Sidibé, Adel Kamara ou encore Aya Diawara? Ceux qui présentent le journal ou animent des émissions sont connus et facilement identifiables, mais à côté il y a ceux qu'on appelle les hommes de l'ombre. Ces formidables techniciens, caméramens, agents de maintenance, personne ne les connaît, mais la télé c'est d'abord eux. Reportage Makemed Ozo. Ces techniciens sont toujours derrière les machines pour préparer les différentes émissions de la télévision. Il s'agit des travailleurs d'émetteurs, des monteurs, des cadreurs et autres maintenanciers de la maison. Ils travaillent en synergie pour offrir un bon résultat aux téléspectateurs. C'est nous qui faisons image et son avant d'être diffusés. Alors nous sommes la cheville ouvrière de cette télévision, nous sommes le soubassement de la maison. Quand les journalistes vont sur le terrain, ils font des reportages. Quand ils envoient maintenant, nous on récupère. Après le produit fini maintenant, on leur donne pour le journal. De la salle de montage à la régie finale, en passant par le nodal, ces techniciens sont toujours en place. Leur occupation quotidienne, monter, arranger et diffuser les éléments produits par les journalistes. Si vous entendez la RTG, c'est le service de diffusion. Parce que même si les journalistes qui produisent, si la diffusion ne donne pas, ça ne marche pas. Notre travail n'est pas connu. Tant que ça marche, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a un petit problème, on a des problèmes ici. Nous sommes là nuit et jour pour la diffusion. Nous sommes les gens de l'ombre. Nous ne sommes pas vus. Nous travaillons 24 heures sur 24. À la radio-télévision guinéenne, les techniciens sont les premiers à se rendre au service et les derniers à quitter. Ces hommes de l'ombre de la télévision jouent un rôle incontournable dans la réussite des programmes. Cette célébration avait regroupé également presse publique et privée. Faisons un petit arrêt sur image à ce niveau pour annoncer la mise en route d'une convention collective des médias privés. Ce document est censé améliorer les conditions de travail des journalistes. Mamadou Saliouba. Devant leurs confrères, les syndicalistes des professionnels des médias évaluent les avancées dans l'adoption de la convention collective de la presse privée. Initié il y a un an, le document peine à être adopté. Il serait en étude à l'inspection générale du travail et aux associations de presse avant sa validation. Nous sommes en contact avec les associations des patrons de presse qui est actuellement en train de faire ce qu'on appelle leur assemblée un peu ordinaire ou générale pour vraiment tirer, pour avoir une commission technique qui va travailler avec le syndicat. La convention collective de la presse privée est censée garantir les bons rapports entre les employeurs et les employés des médias. Son adoption permettra également d'améliorer les conditions de travail des professionnels des médias. Vous avez aujourd'hui des journalistes qui sont obligés de travailler pour 3 organes à la fois.
tout cela va cesser parce que la Convention, n'est-ce pas, oblige aux journalistes de travailler pour un seul organe. Et donc, pourquoi? Parce que on se dit, à ce titre, comme il y a un contrat qui est signé, comme votre employeur est assujetti à des obligations, donc vous pouvez, n'est-ce pas, travailler de façon normale et vivre du flux donc, de votre travail. Dans les prochains jours, le syndicat des professionnels des médias compte engager d'autres démarches pour l'adoption de la convention collective avant la fin de l'année 2017. Et cet élément qui vient de nous parvenir, une audience à Sékou Touréa, le chef de l'État a reçu ce mercredi le président de la Guinée-Bissau. Les entretiens ont porté sur l'application des points d'accord de Conakry, des accords signés en octobre dernier. Professeur Alpha Condé, médiateur désigné de la CEDEAO, œuvre pour le retour de la paix et de la stabilité dans ce pays voisin. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla. Les échanges en tête-à-tête entre les deux chefs d'État ont porté sur l'application des accords en 10 points du 14 octobre dernier. Des accords signés à Conakry sous l'égide de la CEDEAO, des Nations Unies et des pays amis pour mettre fin à la crise politico-institutionnelle qui secoue ce pays frère et ami. Le président Alpha Condé, désigné médiateur dans cette crise par la CEDEAO et en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, use de tout son poids et de sa sagesse pour amener les parties en conflit à trouver une issue favorable dans l'esprit des conventions pour la paix dans l'espace CEDEAO. On se rappelle que du 23 au 24 avril dernier, le président Condé, médiateur désigné pour la résolution de la crise en Guinée-Bissau, avait dépêché le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kiridi Bangoura, à Bissau. Le tête-à-tête de ce mercredi 3 mai fait donc suite à autant d'efforts diplomatiques qui laissent présager une issue favorable. En la matière, la CEDEAO est citée en exemple en Afrique. À l'autre audience, le président de la République a reçu ce matin l'envoyé spécial du président de la République arabe d'Égypte. Président donc de la République arabe d'Égypte, l'envoyée est porteuse de messages de la part du président égyptien. Donc, l'envoyée s'appelle Mouchira Khattab, elle est candidate à la direction générale de l'UNESCO. Le président d'Égypte demande le soutien du président en exercice de l'Union africaine, Ibrahima Keita. Reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé, Mouchira Khattab est l'envoyé spécial du président de la République arabe d'Égypte et candidate au poste du directeur général de l'UNESCO. En rencontrant le président en exercice de l'Union africaine, Mouchira Khattab a demandé le soutien du professeur Alpha Condé. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt continental. Après avoir transmis le message de salutation et les souhaits du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de voir se renforcer les liens de coopération entre les deux pays, Mouchira Khattab, à sa sortie d'audience, s'est prêté à nos questions. Je me fais l'honneur et le devoir de transmettre un message écrit de son Excellence président Abdel Fattah al-Sisi à son frère le président Alpha Condé. En Égypte, nous sommes fiers de la qualité de notre relation bilatérale et multilatérale. L'Égypte a décidé de présenter ma candidature pour le poste de directeur général de l'UNESCO. Je suis fière que je suis la seule candidate africaine. J'ai l'appui unanime de l'Union africaine pour ce poste et nous avons demandé à son Excellence président Alpha Condé qui est le président actuel de l'Union africaine, de faire d'intervention avec l'autre pays, l'autre groupe régionaux pour supporter la candidature africaine pour ce poste. A rappelé que Mouchira Khattab est pour le moment la seule candidate de l'Afrique au poste du directeur général de l'UNESCO.
Alors, on revient à la journée de la liberté de la presse. Le groupe Reporters sans frontières vient de rendre public son rapport 2017. La Guinée gagne des points et se positionne comme un des pays où les journalistes jouissent de leur liberté de ton. Mais le rapport n'a pas manqué d'essuyer quelques critiques. C'est aussi cela, la liberté de la presse. Moussa Komara. Le rapport annuel de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse 2017 suscite la controverse. La Guinée est classée à la 101e place sur 180 pays. Les responsables des médias guinéens contestent les arguments avancés dans ce rapport. Il y avait des arguments comme la tuerie des 3 journalistes à Omé, qui s'est passé, même Toto vous dira que ces événements ont eu lieu en Guinée en 2013. Ensuite, il y a eu également, selon ce que le rapport Sans Frontières développe, la tentative, je dis bien la tentative de fermeture de la radio Espace FM en 2014. Donc, ces arguments m'ont paru anachroniques. Donc, j'ai dû faire une tribune pour dire attention, l'argument développé par le Reporters sans frontières, je ne suis pas d'accord. Le rapport n'est pas décennal, il est annuel, on dit rapport annuel. Dans ce rapport controversé, cependant, la Guinée gagne 7 points par rapport à l'année précédente. Mais les conclusions du rapport sont loin de refléter les réalités du terrain. Vous savez, toute enquête sociologique obéit à un certain nombre de démarches qui consiste dans un premier temps à la mise en place d'un échantillon. L'échantillon, c'est quoi? C'est la fraction représentative de la population mère. Et tout sociologue ou tout journaliste dira que la population mère, par définition, est l'ensemble des individus concernés par une étude. Et la démarche, l'échantillon de Reporters sans frontières ne sont autres que des acteurs majeurs de la presse. Donc, en venant en Guinée, il y a un certain nombre de repères. Ils peuvent dire par exemple, nous allons faire un échantillonnage accidentel. Ils sont libres. La démarche, au fait, ils sont libres de choisir qui ils veulent. Mais il y a des acteurs incontournables, notamment les patrons des associations de presse. Même à ce niveau, c'est pourquoi il faut rencontrer toute la chaîne. Ces dernières années, les différents rapports du Reporters sans frontières poussent de plus en plus les pays africains à réfléchir sur un observatoire continental sur la liberté de presse. Et comme pour marquer sa solidarité envers la presse nationale, l'ITIE Guinée, cette fois-ci on est dans le secteur des mines, l'ITIE dit « travaille sur l'aspect communication ». Il s'agit de faire connaître ses activités par tout le monde. Tous ceux qui sont désireux de savoir c'est que l'ITIE, son domaine d'action, sa mission, absolument tout. Le point avec Algassi Boba. Dans les mines, comme partout ailleurs, la communication est considérée comme un facteur de transparence. Pour atteindre le maximum de cibles, elle obéit à une stratégie. Cette stratégie, pour susciter de l'intérêt public, se construit autour des événements. Les membres du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives échangent sur l'actualisation de leur stratégie de communication. Il y a les sketchs que l'on pourrait faire, il y a des films documentaires que l'on pourrait faire, il y a les logos, et quand il y a par exemple le symposium qui doit se dérouler à partir du 9, normalement on devait faire une présentation ITIE, et même s'il faut distribuer les dépliants, on pourrait le faire. Et tout ça, c'est des éléments importants dans la communication de l'ITIE. Cette méthode de communication va permettre de mieux faire connaître l'ITIE à la population. Elle va également permettre d'informer les populations de la gestion des redevances minières. Nous allons continuer toujours à faire des actions de sensibilisation et de formation ainsi que d'information de la population pour que, n'est-ce pas, les populations puissent être mieux informées d'abord du contenu de nos rapports et ainsi que de tout ce qui concerne l'amélioration de la transparence dans la gouvernance du secteur minier. La stratégie est élaborée en 2011. Son actualisation va permettre à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives d'améliorer sa communication.
La solution Office 365, c'est le nom d'un produit informatique lancé sur le continent par Microsoft. Cette innovation technologique vient répondre aux attentes des entreprises publiques et privées du continent. Les professionnels des technologies de l'information et de la communication se sont rencontrés à Conakry pour présenter les avantages liés à ce produit. Moussa Komara, Maurice Sidibé. C'est une introduction aux allures d'opération de séduction du gouvernement. À Conakry, les responsables de la société africaine technologie numérique présentent ce qu'ils appellent la solution Office 365. Un nouveau produit informatique livré sur le continent pour répondre aux attentes des entreprises africaines dans le secteur du numérique. Microsoft, à travers son offre d'Office 365, donne la possibilité aux entreprises de pouvoir travailler de façon mobile en transférant une partie de leurs données dans le cloud, dans ce nuage-là qui est cet espace virtuel dans lequel nous proposons de stocker toutes les informations et de les rendre disponibles 24/24, 365 jours à tous les utilisateurs. À Conakry, la rencontre a mobilisé un cocktail important de professionnels de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour un partage d'expériences sur l'évolution numérique en Afrique. Tous se fixent pour défi d'impulser une forte dynamique au processus sanguiné pendant que le gouvernement Youla poursuit la modernisation et la réforme de l'administration publique. Un programme conçu à base du numérique. Pour accéder à un contrat de licence entreprise avec Microsoft, ça part de 5 utilisateurs à plus, c'est-à-dire de 5 à 250, vous avez un contrat normal, quand on appelle un contrat 2 ans, 3 ans, et au-delà de 250 utilisateurs, vous avez ce qu'on appelle le EA, Enterprise Agreement, qui est un genre de VIP en fait chez Microsoft. Quand on va en dehors de la Guinée, tout est informatisé et on arrive à capitaliser sur ce qui est fait ailleurs. Donc renforcer nos capacités en termes de connaissances, en termes d'appropriation des outils technologiques et d'avoir cette formation organisée pour la première fois dans notre pays, on ne peut que féliciter non seulement les organisateurs, mais aussi qui ont compris l'enjeu réel de notre gouvernement. La Guinée est le 5e pays africain à intégrer le logiciel Office 365 dans son programme de modernisation de l'administration publique. Une initiative panafricaine qui développe depuis 2016 un système d'exploitation technologique baptisé Windows 10 Pro. L'objectif des initiateurs étant d'apporter un début de solutions informatiques aux entreprises publiques et privées du continent. Un équipement pour la plateforme de conservation et de conditionnement de la mangue de Cancan est arrivé au port de Conakry. Il s'agit de la calibreuse de mangue, outil utilisé dans le triage, le traitement et l'entretien de ce fruit. Véritable ouf de soulagement pour les acteurs de la filière. Falilou Diallo. La mise en activité de la plateforme de conditionnement et de conservation des fruits à Cancan n'est qu'une question de jours. La calibreuse de mangue est arrivée au port autonome de Conakry. Cet équipement qui se trouve dans ces 2 conteneurs sera débarqué dans les prochains jours à Cancan pour son installation. La calibreuse de mangue, c'est un équipement qui va servir à assurer, disons, le traitement. Quand on parle de traitement, c'est d'abord en fait le lavage de la mangue, le traitement thermique de la mangue, le calibrage en fait de la mangue et ensuite la mise en carton. Donc toutes ces dispositions seront assurées par une équipe performante qui sera constituée par, disons, un groupe de femmes en majorité et aussi des équipes d'hommes qui vont assurer en fait la palettisation. Nous sommes déjà à la fin du mois d'avril, mais nous estimons que si dans la première semaine du mois de mai la calibreuse est installée, les premiers essais effectués, nous sommes certains que nous pourrons sortir de la mangue de cette chaîne de calibrage, de cette station de conditionnement en fait. Pour le département du commerce, c'est un grand pas franchi dans l'opérationnalisation de cette plateforme de Cancan. Et la Guinée pourrait ainsi bientôt retrouver sa place dans la commercialisation de la mangue. Notre objectif d'exportation sous le label guinéen de la première tonne de mangue court jusqu'au mois de mai.
Et jusqu'en fin mai, nous avons planifié l'exportation de la première tonne. Donc si la calioreuse aujourd'hui est débarquée au port, bientôt ce sera acheminé à Cancan et nous comptons mettre les bouchées doubles pour que cet objectif soit atteint. Désormais, la balle est dans le camp des fournisseurs étrangers pour enfin installer cet équipement dont l'importance est capitale dans le démarrage des activités au sein de la plateforme de conditionnement et de commercialisation de la mangue dans le Baté. Demain, à Conakry se tiendra une réunion intitulée « Vaccin contre Ebola pour la Guinée et le monde ». Pour cette rencontre, la directrice générale et la directrice régionale de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, sont en Guinée. Margaret Chan a félicité le leadership de la Guinée pour le développement de ce vaccin. Beaucoup d'autres experts internationaux seront au rendez-vous. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre, se poursuit à la Blue Zone de Kaloum. Un stand est ouvert pour les enfants. Des ouvrages proposés aux tout petits pour les initier à la lecture. C'est une initiative de Plan International Guinée. Makale Souma. Depuis le lancement de Conakry, capitale mondiale du livre, la Blue Zone de Kaloum ne désemplit pas. Le stand consacré aux droits des enfants et de la petite fille est une particularité. Les œuvres exposées sont offertes aux enfants. Comme nous ne vendons pas, ceux qui sont intéressés, nous avons une liste qui circule. Ceux qui sont intéressés à nos livres s'inscrivent et laissent leur contact. Après l'exposition, nous les contacterons et nous les dirons comment ils vont rentrer en possession des documents qu'ils ont vus et qui ont attiré leur attention. Ce stand dédié à la petite enfance est celui de Plan International. Et ici, ce sont les jeunes du Parlement des enfants qui guident les visiteurs pour leur présenter les différentes œuvres littéraires. Une stratégie bien appréciée. Faire un stand où Plan Guinée vient exposer les livres sur les questions du droit de l'enfant, sur les questions de protection de l'enfant, n'est pas une surprise pour nous, parce que cela s'inscrit même dans les prérogatives, dans les tâches que s'assigne le Plan International Guinée. Donc c'est un réconfort et en tant que ministre de l'Action sociale, je suis soulagée. En plus de ce stand, Plan International promet de poursuivre son soutien à l'enfance à travers d'autres options. Nous pensons que c'est effectivement une opportunité pour nous de pouvoir encourager les jeunes et les jeunes filles à décider sur leur propre vie, à apprendre sur leurs propres droits, à diriger leur propre vie et à s'épanouir. Et donc dans ce contexte, en plus de ce stand, nous allons aussi faire 5 autres points de lecture en profitant des événements internationaux liés aux droits des enfants, comme la journée internationale de la jeune fille, comme la journée de la jeunesse, comme d'autres journées internationales. Que les enfants lisent, qu'ils comprennent leurs propres droits et surtout qu'ils apprennent à être au cœur des décisions qui les concernent est le principal but de cette action concertée. La Ziara de l'abbé vient de prendre fin. Cette retraite islamique a enregistré la participation de nombreux fidèles musulmans qui ont prié pour la paix en Guinée. L'événement a surtout permis de partager des informations sur la vie de Karamoko Alpha Molabé, le fondateur de cette belle ville. Kerno Ousmane Diallo. En ce 3e jour de la Ziara Karamoko Alpha Molabé, le son de la tabala résonne pour appeler à la mobilisation dans la pure tradition locale. Ce jour marque la fin de 72 heures d'intenses prières. Dans la case qui porte le nom du fondateur de la ville, des émissaires venus de tout le pays rencontrent ses descendants et bénissent pour l'unité nationale et le développement de la Guinée. Un des moments importants de cette journée qui permet aux invités de prendre connaissance de quelques actes majeurs posés par le Saint-Homme, dont ceux relatifs à son dévouement pour la cause de l'islam. Karamoko Alpha Molabé ko diina kan golliri. Karamoko Alpha Molabé est un grand religieux, un homme pieux qui craignait Dieu. Il évitait par exemple que ses bêtes dérangent ses voisins. Tout ce qui l'intéressait, c'est la religion. Lorsqu'il entrait dans la mosquée, il priait toute la nuit et lorsqu'il sortait, il se demandait qui resterait auprès d'elle, puis il revenait prier. Dans la grande mosquée Karamoko Alpha Molabé, archicomble, de nombreux érudits prennent part à l'événement
rehaussé de la présence d'envoyés du chef de l'État venus transmettre son message. Le message du chef de l'État, c'est de dire à la famille Karamoko Alpha Moulabé qu'il remercie pour toutes les bénédictions qu'ils font. Il est convaincu que ce sont les bénédictions des ancêtres comme Karamoko Alpha Moulabé et ses contemporains qui ont fait que la Guinée est en paix jusqu'à présent. Il leur demande de continuer à prier pour la Guinée, pour ses enfants, pour que la paix règne dans le pays et que tout un chacun puisse mener ses activités de la meilleure manière. Décédé à l'âge de 80 ans en 1772, Karamoko Alpha Moulabé repose dans ce mausolée à côté de la grande mosquée. Avec cette ziara, la fondation qui porte son nom compte valoriser ses œuvres et promouvoir les idées d'éducation et d'unité qu'il a défendues tout au long de sa vie. Préparatif du Hajj du pèlerinage 2017, le secrétariat général des affaires religieuses a le plaisir d'informer les candidats pèlerins du Hajj 2017 que le tarif est fixé à 40 672 000 francs guinéens. Les inscriptions débuteront le 2 mai 2017 et prendront fin le 25 juillet 2017. Les registres sont ouverts à la direction nationale des pèlerinages dans les 5 communes de Conakry et les préfectures de l'intérieur pour les pèlerins du secrétariat général des affaires religieuses. Les versements s'effectueront dans les guichets de la Banque centrale à Conakry et à l'intérieur du pays pour les pèlerins du secrétariat général des affaires religieuses. Quant aux candidats pèlerins des agences de voyage, ils procéderont au paiement de leurs frais dans les guichets des banques indiqués par leurs agences. L'âge du candidat pèlerin ne doit pas dépasser 70 ans. À Imbaya, un incendie d'origine électrique a ravagé un centre de formation. Les ordinateurs et autres accessoires sont partis en fumée. Pas de perte en vie humaine, heureusement. Cette tragédie est survenue dans la nuit du lundi à mardi passé. Cheikh Sanko. ICRA, centre de formation et de prestation, situé à l'état de ce bâtiment en face de l'autoroute à Imbaya, n'est plus depuis la nuit du lundi 1er mai fonctionnel. Suite à une défaillance électrique, selon les témoignages, tous les appareils sont partis dans les flammes. Il était environ 2 h du matin. À partir de 2 h, j'ai entendu le bruit. Il y a un monsieur qui frappait à la porte. Je me suis réveillé en sursaut. Il me dit il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Quand je me suis réveillé, il y avait des fumées partout. On a un extincteur ici, mais le feu était énorme. Partenaire des établissements environnants dans les cours pratiques en informatique, ce centre récemment créé laisse après ce drame des traces difficiles à combler pour des jeunes et des encadreurs des établissements qui avaient déjà pris goût de la formation. On s'est attendu sur un prix de 15 000 francs pour les élèves pour leur formation. Depuis l'ouverture jusqu'à nos jours, collaborons ensemble. Après école, nous on vient ici, on ne connaît pas là où on part maintenant. Ici, on comprend les cours très bien. Les encadreurs qui sont là nous donnent de la bonne formation. Raison pour laquelle nous venons ici. C'est dommage, mais... Une soixantaine d'ordinateurs et accessoires sont calcinés, dont 30 en poste. L'ensemble du personnel est arrêté aujourd'hui. Il y avait 30 postes informatiques qui étaient prêts à l'usage, plus une commande qu'on avait faite pour des gens de Sigiri, de petits appareils qui correspondent à des unités centrales. Il en restait 55. Au niveau du réseau électrique, il faut tout refaire. Au niveau de la toiture et du faux plafond, il faut tout refaire. Au niveau de la menuiserie aluminium et des vitres, il faut tout refaire. Estimé à plusieurs millions de francs guinéens, ce centre désormais réduit au néant a besoin de l'intervention de tous pour redevenir ce qu'il était dans l'intérêt des jeunes Guinéens qui ont un besoin accru de formation. Et c'est sur ces images qu'on referme porte et fenêtre de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.